Bienvenue dans ce nouvel épisode des Avions de légende. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire du terrible Baron Rouge. Le début de la Première Guerre mondiale est marqué par une domination aérienne totale par les avions allemands, les célèbres Fokker Heindecker cités dans la précédente vidéo. Néanmoins, en avril 1917, l'aviation britannique fit voler ses premiers Sopwith triplans en première ligne. Les débuts de ce modèle furent sensationnels, ce qui permit aux Alliés de reprendre l'avantage aérien pour la première fois depuis le début de la guerre. C'est donc tout naturellement que les aviateurs allemands réclameront un triplan pour pouvoir rivaliser avec l'avion de la Royal Air Force, le Fokker Heindecker n'étant qu'un monoplan. La majorité des industriels aéronautiques allemands ne répondront à cette réclamation qu'avec l'ajout d'une aile à des biplans, donnant par exemple naissance à l'Albatros Dreidecker Ein. La société Fokker sera la seule à proposer un triplan d'origine, conçu pour rivaliser avec le Sopwith. Parlons un peu de cette société. Fokker est fondé en février 1912 par Anthony Fokker, un pionnier de l'aviation néerlandaise, connu pour avoir construit le premier avion de son pays d'origine quelques années plus tôt, le Spin. L'entreprise entrera dans l'histoire avec le Fokker Heindecker et son système innovant de tir à travers l'hélice, mentionné dans l'épisode précédent. Cet appareil est encore aujourd'hui considéré comme le premier avion de chasse de l'histoire. Le Fokker Dreidecker Ein, qui va nous intéresser aujourd'hui, ou Triplan 1 en français, a permis à l'entreprise de briller une fois de plus sur la scène de l'aviation militaire. Il fut construit en un temps record par Anthony Fokker et son père Reinhard Platz. Notre triplan allemand croise alors la route de Manfred von Richthofen, un aviateur allemand de 25 ans de la Jasta 11, qui devient son pilote. Les performances exceptionnelles de l'avion en termes de maniabilité et son aisance en altitude ont très vite permis à ce dernier de terroriser les pilotes de la triple entente. Il enchaîne victoire sur victoire à bord de son Dreidecker Ein, qu'il fera peindre d'une couleur rouge vive, lui valant le nom de Baron ou Diable Rouge. Pour information, il faut plus de 5 victoires pour être considéré comme un as de l'aviation. Manfred en totalisera 80 avant d'être tué en avril 1918, dans des circonstances restées floues. Il est le pilote le plus renommé de la Première Guerre mondiale pour ses exploits à bord de son Fokker Dreidecker Ein, avion qui deviendra un succès dans l'aviation militaire, distribué à 320 exemplaires au sein de l'armée allemande. Plus tard, des défauts de conception sur les ailes de l'appareil provoqueront des crashs, ce qui forcera l'armée du Kaiser à reléguer cet avion aux missions défensives. Même si les ailes seront améliorées, la mauvaise réputation de l'appareil à l'approche de la fin du conflit l'empêchera de dominer de nouveau les cieux. Si le pilote de ce triplan était un as de l'aviation, il n'était pas exactement à bord d'un vieux coucou. Nous vous proposons désormais de plonger dans l'ingénierie de cet avion de légende. Côté technique, montrer le DR-1 allemand et le Sopwith anglais à un profane et il ne saurait faire la différence entre les deux. En effet, seule l'envergure varie vraiment entre les deux modèles qui sont similaires en tout point. Hauteur, longueur ou encore design de la carlingue, difficile de les différencier. La seule vraie divergence notable est le poids, notre cher Dreidecker pesant 100 kg de moins que son homologue britannique. Comme son nom Dreidecker l'indique, le Fokker DR-1 est un triplan d'origine, typique du courant de la Première Guerre mondiale. Les ingénieurs en aéronautique de l'époque étaient persuadés que le triplan avait un avantage sur les biplans en combat. Cette croyance est très largement liée aux nombreuses victoires amassées par le modèle anglais dès sa mise en service en février 17. Pourquoi ajouter une aile à un appareil qui en possède déjà deux, me direz-vous ? En fait, bien que la troisième aile ne ralentisse l'appareil, le rendant plus lent que la plupart des avions contemporains, cela est compensé par sa maniabilité et sa vitesse ascensionnelle, toutes deux supérieures.
Pour information, la vitesse ascensionnelle est le rapport entre le temps et la montée en altitude d'un appareil, mesuré par un variomètre. Il existe aussi la pente de montée, qui elle mesure le rapport entre la distance parcourue par un appareil et sa montée en altitude. Ces deux mesures permettent de déterminer à quelle vitesse et à quel angle monter en altitude, selon notre objectif. Monter le plus haut possible sur la distance la plus courte, ou monter le plus rapidement possible. Le DR1 profite donc d'un avantage car il peut soit monter en altitude plus vite, soit dépasser l'altitude de ses adversaires sans avoir besoin de plus de distance pour manœuvrer. Véritable atout pour les combats aériens. Niveau motorisation, le DR1 est équipé d'un moteur 9 cylindres Ober-Ursel UR3 rotatif qui développe 110 chevaux pour une vitesse de pointe de 185 km/h. Rien de bien différent du Sopwith donc, qui lui atteindra 188 km/h. Légère différence probablement liée au moteur développant 130 chevaux qui équipe l'avion de la Royal Air Force. Les deux moteurs sont équipés d'un circuit de refroidissement à air, notable différence avec la majorité des appareils sortis à cette époque utilisant un refroidissement liquide, plus classique. On notera que le DR1 tire sa maniabilité de la combinaison entre ses ailes, ses dimensions plus petites, son moteur en étoile et pour finir, sa légèreté, faisant de lui le digne descendant du Fokker Heindecker en tant qu'avion de chasse. Son armement, pour finir, est, tout comme l'Heindecker en son temps, équipé du système de synchronisation des tirs avec l'hélice de l'appareil. En revanche, le triplan allemand est équipé de deux mitrailleuses Spandau LMG 0815, de calibre 8 mm bien évidemment. Issu de l'esprit de l'ingénieur Hiram Maxim, qui est à l'origine des fameuses mitrailleuses Maxim, ayant également travaillé sur l'adaptation des LMG aux avions allemands, en divisant leur poids par 2, en adaptant celle-ci au rechargement par le pilote, et en perçant des trous dans le canon pour améliorer le refroidissement de celle-ci, en se combinant au refroidissement liquide déjà présent sur les mitrailleuses. En effet, deux petits réservoirs d'eau faits sur mesure étaient équipés à l'arme pour la refroidir. Il est intéressant de noter que sur la MG 0815, donc la mitrailleuse précédente, le refroidissement se faisait par un tuyau branché directement sur l'armature qui entoure le canon, avant que celle-ci ne soit finalement percée. Beaucoup de progrès avaient donc été faits. Pour conclure, même si son avion était remarquable techniquement, il n'est pas exagéré d'affirmer que le Baron Rouge était un pilote d'exception, et que sa place au panthéon des aviateurs des deux guerres mondiales n'est pas usurpée. Nous achèverons cette présentation du célèbre triplan allemand par une citation de Cecil Arthur Lewis, pilote de chasse britannique et survivant des deux guerres mondiales, décédé en 1997. Le Fokker était entouré de mystères. Rares sont ceux qui lui ont échappé.